Ce matin, à mon réveil, j'avais un sacré œil de bois. Faut dire que j'ai fait un visio apéro tout seul chez moi parce que dehors, je sais plus trop ce qui est autorisé. À part consommer, ça j'ai le droit. Quand j'étais petit, papa faisait des gros yeux pour pas que je fasse de bêtises. Maintenant, monsieur le maire a remplacé papa, avec des yeux partout dans la ville. Des militaires, des policiers et puis tout un tas de caméras pour que je sois en sécurité. Ça nous a coûté les yeux de la tête, mais vivre dans l'ordre, c'est quand même bien agréable, non ? Pour trouver mon chemin, à présent, c'est facile. Il n'y a qu'à suivre les grilles et écouter la voix des haut-parleurs pour savoir ce que je dois faire. C'est drôlement pratique. Et puis, c'est moderne et joli. Elle est drôlement jolie, cette caméra. Et puis, c'est vrai que c'est technologique. Je me demande si elle est 5G. C'est comme passer à la télé. Je me sens bien protégé. Elle est drôlement jolie, cette caméra. Oh la jolie caméra, oh la jolie caméra. Avec nous sans rêve, démontrer du doigt pour être toujours hors la loi. Avec le sans rêve, on pas le choix. Et y a un problème, on masque nos voix. Avec nous sans rêve, démontrer du doigt pour être toujours hors la loi. Ici, c'est organisé, donc c'est un petit vide-cafouche qui est organisé par l'Assemblée de la Plaine, c'est ça ? L'Assemblée de la Plaine, c'est un collectif informel qui s'est un peu réactivé au moment du chantier, puisque il y a plusieurs habitants, mais aussi des usagers de la place, des commerçants, etc., qui étaient défavorables à ce chantier Attila, comme on l'avait appelé, et qui a mis la place sous cocon là, depuis maintenant, depuis 2018. Hein. Et c'est vrai, l'idée, c'est imaginer une occupation de l'espace public, habiter l'espace public, pas simplement en étant résident, propriétaire ou locataire, etc. dans le quartier, mais en étant aussi des gens qui fréquentent les lieux. Sans qu'il y ait forcément besoin, un président, trésorier, etc. Enfin, on n'a pas besoin de ces formalités-là. C'est un fonctionnement qui est assez horizontal. Et finalement, chacun se prend en main. Enfin, c'est là où on se rend compte qu'on n'a pas forcément tant que ça besoin d'un État qui nous dit ce qu'on doit faire. Le projet, en fait, sur la plaine, c'est quoi ? C'est un jardin qui va être grillagé ou pas du tout ? C'est carrément une requalification de la place. L'ancienne mairie donc, ne jurait que par des mots de marketing territorial. Il s'agissait donc de faire monter en gamme et la place et les commerces qui fonctionnent sur la place et aussi le marché. Hein, c'est très important. Nous, on se bat beaucoup pour le retour du marché populaire. Eux, ils veulent un marché avec des produits plus haut de gamme pour attirer aussi une clientèle plus haut de gamme, etc. Mais c'est débile, on est à Marseille. Enfin, je veux dire, la richesse de cette ville, c'est justement donc, sa dimension populaire. La mairie, l'ancienne mairie, la responsable des emplacements publics, donc la responsable des marchés, elle avait clairement dit aux forains, de toute façon, la population que vous attirez, vous, avec le marché, on ne veut plus la voir. On ne veut plus la voir en centre-ville. Ah ouais, non mais c'était cash, hein. C'était de la xénophobie, du racisme, mais cash, quoi. Hein, il fallait sécuriser cette place qui était livrée sinon aux délinquants, aux dealers, aux pochetrons, etc. Enfin, c'était vraiment Chicago. Hein, là. C'était... Alors, ça se passe à Nice en fait. Ouais. Ah, et ici, ça n'a jamais marché. L'ancienne municipalité, ils avaient un projet tout à fait pharaonique d'implantation de vidéosurveillance. Vous venez de Nice, alors vous connaissez bien. Hein. C'est l'État, à ce moment-là, il donnait jusqu'à 50% de financement du coût de l'installation de la caméra. Donc c'était en plus une manne financière assez incroyable. Quand tu te bagarres contre les caméras, là, c'est comme je le disais, tu te bagarres à la fois contre bien sûr la mairie qui va les installer, mais aussi contre l'État qui subventionne, etc. Et on s'est pris une répression quand même assez féroce de la part de la préfecture. S'opposer bien sûr, mais ne serait-ce aussi d'avoir des informations parce que non mais c'est le délire, c'est que pendant longtemps le projet il était caché. Toujours hors la loi, avec
Apparemment, tu es à la fois considérée comme une figure du quartier et une fan des vides Cafouche, en gros. Ah oui, écoute, on a la réputation qu'on a. Non, bah oui, j'adore les vides Cafouche. C'est moi qui ai trouvé le nom parce que bon, vide-grenier, bon, d'accord, mais vide Cafouche, c'est comme vide-grenier, mais à Marseille et en mieux. Voilà, en mieux parce que nous, on les fait libres, quoi. Les gens viennent et s'installent. C'est important pour toi de reconquérir ou de conquérir l'espace public? Ah ben oui, c'est la plaine est à nous, quoi. La magie, quoi, de pouvoir faire des choses dans la rue, des fanfares, on ouvre le carnaval, quoi. Le carnaval, c'était déjà, quoi, on l'avait déjà, depuis donc 20 ans, on l'avait investi de cette manière-là. Et ça, c'était acquis, donc elle était déjà à nous, au moins pour le carnaval. Et encore qu'on essayait tout le temps de nous mettre des limites, trop encadrés par CRS, etc., comme si c'était... En fait, trouver normal qu'il y ait un banc sur une place ou une table sur une place. Je veux dire, peut-être c'est un esprit de village, quoi, qu'il faut arriver à retrouver. Je sais même pas si c'est de la résistance, quoi. C'est des choses qui peuvent paraître tout à fait normales, quoi. C'est ceux qui nous empêchent de faire ça qui sont pas tout à fait normales. Non, mais là, on est content d'avoir une nouvelle mairie. On espère. Ça vous fait rêver à Nice, hein? Ah bah oui, j'imagine. Nous, on vous envie à Nice. Ah mais non, mais c'est vrai, non mais je comprends. Peut-être votre tour viendra. Pour la protection de tous, merci de respecter la réglementation en vigueur. The Nice Municipal Police informs you that as part of the fight against the COVID-19 virus, the wearing of the protective mask is mandatory from 8 a.m. to 00 a.m., and this from the age of 11. For the protection of all, please respect the current regulation. T'es éducateur, t'habites ici, la liberté d'aller, de venir, de se rassembler dans la rue. Est-ce que pour toi il y a une différence dans les quartiers pop en fait, avec ce qu'on peut observer dans d'autres endroits de vie? Ouais, carrément il y a une différence, parce que dans les quartiers populaires, disons que les gens ils s'arrêtent pas spécialement à un arrêté municipal, voilà, qui nous interdit de circuler pour X raisons. Si on est plus sur de la répression sans avoir de raison, on va dire, sans avoir de raison explicite, ça va être un peu plus compliqué. C'est pas à Cimiez qu'on va trouver des rassemblements de 15-30 jeunes avec, on va dire, en conflit avec d'autres bandes, etc. C'est pas à Cimiez qu'on va trouver ça, donc forcément que c'est pas là que vont se concentrer, on va dire, les forces de l'ordre, on va dire ça comme ça. Ou plutôt si, on peut dire que c'est là-bas que vont se concentrer les forces de l'ordre, et ici vont se concentrer plus les forces de répression. Si ici t'appelles la police, c'est... Moi j'en ai fait une fois l'expérience, ouais, j'ai jamais spécialement appelé les flics de ma vie, enfin, c'est moi, tu vois. J'en ai fait une seule fois l'expérience, là c'était il y a peu quand j'ai vu une bavure policière, mais alors tu vois, bien enflammée, quoi. On a eu des preuves, on a eu tout ce qu'il fallait. Donc là j'ai essayé d'appeler, je me suis dit bon voilà, je veux dire, j'ai plus l'âge que j'avais quand j'étais plus jeune, on va dire qu'on va essayer de régler les choses différemment, tu vois. Et ouais, non, ça va pas servir à grand chose. C'était un gamin qui s'était fait interpeller dans un petit magasin, une petite épicerie. C'est ça. Ils avaient gazé tous les clients, notamment des gamins de 12 ans. C'est ça. Ces scènes-là, c'est les scènes de guerre C'est pour ça. une interpellation qui aurait pu se passer tout à fait tranquillement. C'est ça. Et c'est inimaginable dans un quartier bourgeois en fait. Il y a quand même cette différence. Là, on peut parler de classe, de différence de classe et de traitement différencié, quoi. Dire que voilà, la police elle va arrêter de taper les jeunes gratuitement, c'est comme de dire que demain il n'y aura plus de racisme. C'est utopique. Au bout d'un moment, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut faire évoluer, c'est les mentalités. C'est pas les lois, c'est pas tout ce papier en fait. Au bout d'un moment, c'est juste la réflexion, quoi. Avec n'importe quel enfant, enfin, je veux dire, peu importe le public, tu utilises la répression, ça marche pas. C'est simple, ça marche pas, quoi. À la limite, ce que tu vas réussir à faire, c'est instaurer de la peur, mais c'est pas ça qui va te faire avancer. Au contraire, je veux dire, si t'as pas la chance que ça te fasse stagner, ça te fera reculer. Au début, j'habitais pas dans ce quartier-là, j'habitais à Lariane. À Lariane, il y avait en gros 2-3 associations comme le Centre Aéré, le CLAGE, il y avait tout ça. Mais ici, quand je déménageais ici, il n'y avait rien. L'Ariane, il y a encore ou ça a fermé aussi? Parce qu'il y a plein de trucs qui ont fermé depuis quelques temps. Je crois qu'il y a encore. Il y a encore, mais à Nice Nord, je n'ai pas trop entendu. Il manque un truc, un centre aéré pour les enfants. Ça, 1-2 équipes de foot, aider les jeunes en gros à se réinsérer, à trouver du travail, tout ça. Parce qu'il y en a en gros dans un peu tous les quartiers, mais à Nice, il n'y en a pas. Si la famille n'a pas les moyens, pas faire d'activité. Après, sinon, à part ça, je me sens libre. À part quand la police vient chez nous, on ne se sent pas libre parce que c'est chaud. On est contrôlé, on n'est pas libre de mouvement, ils nous gardent 20 minutes, 30 minutes, voire 1 heure.
juste pour le plaisir, c'est pas ça. Après, sinon, quand il n'y a pas la police, on est tranquille. Après, sinon, il manque d'intermédiaires parce qu'on n'est pas informé, on ne sait pas si. Je sais même pas quels sont mes droits carrément. Tu vois ce que je veux dire? Les informations, il faut aller les chercher. Sinon, à part ça, on est au courant de rien. Surtout pour les étrangers, surtout. Il n'y a pas de local, comme il a dit. Il faudrait un local dans chaque quartier, histoire d'y aller. Ouais, vous faites quoi? Il y a des activités, des si. Tu vois, n'importe quoi, mon petit frère, il est chez moi, il fait rien. Il joue qu'à la play, alors que je pourrais l'inscrire au basketball, voilà, tu vois. Mais où il y a un terrain de basketball, une équipe de basketball ici, je sais pas moi. Il n'y a pas de local, tu vois. Il faudrait des éducateurs surtout. Alors que ça arrive la plupart du temps que quand on est embarqué, on fait de la garde à vue, qu'on a la PJ derrière, qui nous met un éducateur, qui nous suive, et là ils nous proposent tout ça. Une fois qu'on est déjà suivi, tu vois, ils ne nous interceptent pas avant. C'est ça le problème. Comme moi j'ai fait de la prison, là je passe mon temps à rattraper le temps en fait. Alors qu'ils m'auraient prévenu, pas prévenu, enfin, c'est pas question de prévention ça, c'est question de solution. Tous les petits ils traînent au quartier comme ici, c'est bien heureux de les voir ici. Mais à force d'ennuyer, ils vont finir par faire des bêtises. Alors que si on leur dit il y a ci à faire aussi une formation, ils apprennent à faire un métier, c'est bien. Mais bon là, j'ai travaillé, maintenant je vais faire une formation histoire de avoir un truc concret. Mais j'ai perdu du temps, j'aurais pu le faire à 16 ans par exemple. J'ai commencé à travailler à 18, maintenant j'ai 21 ans. Le temps que je fasse faire une formation, 22, 23, travailler, mettre de l'argent de côté, trouver un appart, tu vois, ça met du temps. Ouais, tout ce qui manque, c'est un accompagnement, quoi. Voilà, c'est tout. À part et accompagnement et plus d'informations. Tes potes disaient que tu fais partie des 20% qui ont 20% qui ont choisi le bon chemin. Bien joué. Tu fais quoi du coup maintenant? Carrosserie, hein. J'ai pris un métier, j'ai un patron en or. Il m'a dit, en plus mon patron il est pas loin d'ici. C'est-à-dire des fois il me voit sortir de ma cité. Donc des fois soit il me prend lui, soit je le rejoins direct au garage. Mais il est fier de moi, parce que c'est lui qui m'appelle tout le temps pour me dire viens travailler. Et pas en mode il s'en fout, il s'en bat les coups de moi. Non, il est là pour moi, il me montre que je suis présent, que j'ai envie de faire, du coup je fais. Hein. Parce que sinon il sait très bien que je serais resté dans le quartier et que c'est pas un truc qui ferait du bien à ma mère. Sur cette place là où on est, je veux dire quand j'étais jeune ça n'existait pas. Et ici il y avait le stade des pompiers. Donc le stade des pompiers c'était une super colline qui donnait là de l'autre côté, donc juste en avant de l'autre côté là donc. Et on avait donc notre terrain de foot qui était juste là, notre terrain de basket, des locaux, il y avait de l'animation. Donc sans même aller loin du quartier, on avait des activités, on avait des moyens. Occuper, pour moi c'est canaliser de l'énergie pour la mettre au service justement de quelque chose de plus grand. Ça passe par l'éducation, ça passe par l'animation, parce que l'animation, c'est très peu, c'est une ville. J'ai travaillé en tant qu'animateur, t'es très peu payé. Et pourtant, c'est la base pour un enfant de s'amuser. Après, quand tu rentres dans un quartier populaire, tu sais que le mot respect, il a toute son importance, quoi. Donc à partir du moment où tu es juste respecté, tu peux déjà commencer à enclencher quelque chose. Si tu respectes pas, t'enclenches rien du tout. Nous, quand on était gamins ici, il se déroulait la fête des voisins, tu vois. Et à la fête des voisins, c'était tout le monde qui sortait de chez soi avec des plats. Et on partageait tout ça en famille, tu vois, mais tous. Ça veut dire que tu avais des plats italiens, tu avais des plats portugais, tunisiens, marocains, algériens, français. Tu avais de tout, tu vois. Et on était tous très heureux d'être ensemble. Donc on peut facilement vivre ensemble, c'est pas le problème. Le problème, c'est la répression. Parce qu'on te dit non, tu vois, mais non d'une main de fer. Oh la jolie caméra, oh la jolie caméra, oh la jolie caméra, oh la jolie caméra. Sono innamorato di una fanciulla, bella serva. In altri centri storici récupérati. Si on pense dans le village de Boussane, chaque habitant a apporté sa propre pierre. C'est extraordinaire comme l'image résulte plus authentique que dans les autres centres historiques restaurés. La découverte humaine de Boussane ne sera jamais oubliée par l'intermédiaire de tous nos enseignements. Pulcinella e il capitano, oh mamma mia, è arrivato il capitano!
Pourquoi tu as voulu qu'on vienne ici pour ce reportage ? Je me suis dit que ça pouvait être une bonne chose de venir à Busan avec Kia, parce que j'avais entendu parler de cet endroit qui me correspondait pas mal à une idée, en tout cas de ce que ça peut être l'espace public. Parce qu'en fait c'est un village qui a subi un grand tremblement de terre et qui avait été complètement déserté, devenu une ville fantôme, et visiblement il y a des gens d'Italie du Sud assez pauvres qui se sont dit tiens, bonne idée, il y a un endroit déserté, on va venir ici et y vivre tout simplement, quoi. Sauf qu'en fait ça n'a pas plu au pouvoir public en place, qui les ont chassés, qui ont fait tout pour rendre l'endroit en fait inhabitable, en d'ailleurs revenant dans les habitations et détruisant les escaliers qui menaient au premier étage. Et en coupant l'eau aussi visiblement. L'eau et l'électricité c'est venu encore après, parce qu'il y a eu deux moments de réappropriation du village, tout début du siècle visiblement, et après une nouvelle fois dans les années 50, les gens sont revenus à l'attaque. Là, par contre, ils se sont élevés avec des barricades et des choses comme ça en disant « mais cette fois-ci, vous passerez pas et vous nous laisserez faire notre expérience ». Et finalement, l'État les a laissés faire. Et donc est venue s'installer une communauté d'artistes internationaux qui ont établi ici des ateliers et ont essayé de faire vivre ce village avec une certaine utopie. L'utopie a vécu peut-être, mais il y a encore des gens qui occupent les lieux malgré le fait qu'il y ait l'État qui mette une pression notamment financière, c'est-à-dire qu'en gros il y a une amende si on occupe les lieux illégalement. Donc voilà, ce que je trouvais intéressant, c'est que c'est tout proche de Nice, c'est une expérience assez forte. Et qu'est-ce qu'il en reste en fait de ça aujourd'hui ? Est-ce que c'est toujours possible en fait de vivre suivant des idéaux il n'y a pas de propriété privée en fait. Et ça c'est intéressant dans l'espace public de parler de la propriété privée, est-ce qu'on peut en faire et jusqu'où on peut aller dans l'idée que personne n'ait un endroit qui lui appartienne, mais qu'on puisse faire quelque chose de commun. Qu'est-ce qu'on fait de ces utopies-là aujourd'hui ? Est-ce qu'elles sont encore viables ? Est-ce qu'elles sont viables de la même manière qu'on les faisait dans les années 60 ? Est-ce qu'il n'y a pas encore autre chose à inventer de différent ? C'est pas que le constat est noir, c'est que à partir de ces vieilles utopies, qu'est-ce qu'on construit comme nouvelles utopies en fait aujourd'hui ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Est-ce que c'est la propriété privée vraiment à laquelle il faut s'attaquer ? Le constat, ce qu'on a pu voir, c'est malgré toute cette volonté-là justement de partir sur autre chose que sur l'espace privé, eh ben c'est plus fort que tout le monde. On n'est pas loin de San Remo. C'est agréable de se dire tiens je vais retaper une ruine et je vais en faire ma résidence secondaire. On n'est pas là forcément pour juger, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui, en tout cas quoi qu'il en soit. Par exemple, Busan Vega, c'est une ville fantôme qui a essayé de revivre et qui a essayé de faire vivre quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, par exemple, le capitalisme reprend des villages et les tue et les rend fantômes. C'est intéressant à voir deux choses complètement différentes, avec deux utopies complètement différentes qui aujourd'hui ne font que se confronter de plus en plus, j'ai l'impression. Già, noi ci siamo presentati prima, quindi tu sei Omar e vivi qua da 8 anni. 2 ans, c'est passer la vie à les camions pour les petits, puis les camions c'est crescu, les petits c'est crescu, la femme voulait la maison, alors occupation. Et ça fait 4 ans que tu occupes ce lieu. Sesto anno e quinto anno ho pagato, je sais paguer rent, come si dice, affitto. Le loyer. Payer le loyer, puis mais c'est voir la situation, la gestion de Busan, che ne c'est pas artiste, c'est business. Está Ronald de la barca. En la barca está ocupada da forse 10 años. Están un montón de problemas con la policía, un montón de problemas con la gente del villaggio, pero está bueno. Bevono un montón de vino, pero está bueno. Si no bevono mucho tinto, es mejor. Mucho tinto van loco, pero está bueno.
Donc actuellement, il y a beaucoup de personnes qui rachètent des appartements et qui les vendent et qui du coup font perdre l'âme militante, l'alma militante des artistique Bussana Vieja. Ciao Alma. Alma pour business. Che tristezza. Però c'est l'homme che c'est un animo certe volte è bravo, certe volte è cattivo, maggior parte è cattivo. Quand tu es arrivé il y a 9 ans, combien d'artistes y avait-il et d'où venaient-ils? C'est un petit peu international perché c'est qualche artista che arriva dall'Hollande, dalla Germania, dall'Espagne, però c'est beaucoup business, un petit peu artiste, un petit peu mafia, mix. Però se Bussana Vecchia, il village internazionale degli artisti, dovrebbe essere artisti. Però un po' di arte resiste per fortuna, poi l'arte è dentro, posso dire in italiano anche, l'arte è dentro i muri, se l'ha assorbita il villaggio. Dentro la gente ce n'è di meno, dentro il villaggio ce n'è sempre e forse prima o poi ritorna. Una resistencia, como si personas que ocupan como tú un lugar así como legalmente. Combien de personnes occupent du coup illégalement les lieux? Deux. Ah. C'est possible, forse trois, mais je ne sais pas. Vous vous battez du coup à deux pour que ça... Ça marche la police. Problème, perché voulait sia le gouvernement italien che Genova de province, Sanremo, toute Babylone voulait fermer Bussana Vecchia. Diane, tu tiens un bar 6 rue Saint-Vincent qui s'appelle le Bar à Potes. Pourquoi le Bar à Potes? L'idée c'est de créer un lieu de sociabilité dans le Vieux-Nice où les gens puissent se rencontrer, échanger, danser, faire de la musique. Voilà. Alors je suis niçoise, j'ai toujours été à Nice, j'ai beaucoup voyagé et je suis allée dans beaucoup d'endroits à l'étranger qui m'ont inspirée pour ce projet. Et du coup je m'étais dit que ça manquait quand même un lieu à Nice où les gens peuvent simplement venir se rencontrer, avoir des prix vraiment accessibles, parce qu'en général quand même à Nice ça coûte un petit peu cher. Et là c'est comme une famille qui s'est créée. En 4 ans vraiment il y a une famille qui s'est créée et on a tous besoin les uns des autres. Et on n'a même pas besoin de s'appeler, on sait qu'à telle heure on va se rejoindre et on va être au bar à potes ensemble. Donc ça c'est la jolie histoire. Et puis après il y a les contraintes. Il y a les contraintes qui sont déjà la demande de l'espace public. Donc moi j'ai mis 1 an et demi à avoir l'autorisation de terrasse, avec énormément de difficultés, beaucoup de contrôles, beaucoup de pression, beaucoup d'amendes, alors que j'avais fait la demande comme il se devait. Donc voilà, la mairie prend son temps on va dire. Et parce qu'en fait quand il y a un incident, c'est-à-dire un petit peu de bruit, évidemment c'est moi qui suis responsable alors que j'ai rien à voir là-dedans, et donc ma demande est retardée pour l'occupation du domaine public. Du coup, tu joues le rôle du gendarme en fait dans cette histoire. Ça y est, moi je suis gendarme. Je suis plus tenancière d'un établissement recevant du public pour offrir du bonheur, de la joie et de la bonne humeur quoi. Non, je suis là. Et ton masque, s'il te plaît. Ah, excusez-moi, vous êtes trop proche. Non, les tables, vous pouvez pas les joindre. Alors qu'à la base, le principe... Donc moi, il y avait des groupes qui se faisaient sur des tables différentes. Donc moi, je leur disais, messieurs, dames, je vous invite à vous rejoindre et à partager un moment ensemble et à vous rencontrer. Et ça, ils n'avaient jamais vu ça ailleurs. Et ça fonctionne. Les gens, ça crée ce lien, ça crée des nouvelles connaissances. Ça crée des nouveaux événements, c'est-à-dire « Ah, mais toi, tu sais faire ça? Ah, ben moi, je sais faire ça. Ah, mais tu connais lui, tu connais lui. » Il y a vraiment quelque chose qui a changé dans mon métier depuis la reprise du confinement et surtout même après avec les réglementations qui sont devenues très strictes, c'est que j'ai la boule au ventre. Ça devient vraiment désagréable. Et donc, du coup, la conséquence, c'est qu'on a presque plus de clients. Alors, il y a les habitués, il y a les copains, il y a ceux qui nous soutiennent, mais les gens n'ont plus envie de sortir, n'ont plus envie qu'on leur dise quoi faire. Et ça, c'est pas agréable pour moi, c'est pas agréable pour les clients, et surtout, j'arrive plus à payer mes factures. On a l'impression limite des fois d'être des résistants dans un îlot d'aseptisation de l'espace public où tout nous est interdit. Là, on parlait du fait que grâce au Covid, les terrasses ont été, grâce à la municipalité, ouvertes plus largement. Alors ça a été un point fort. Mais par contre, le voisinage considère que, comme disait un musicien, notre joie n'est pas du bruit, mais pour eux, si notre joie, nos conversations, notre sociabilité qui est nécessaire dans l'espace public, pour eux, c'est une nuisance et préféraient qu'on Exactement, ils étaient contents
qu'on était confinés en fait. Les voisins sont pas d'accord. Donc on reçoit des canettes, on reçoit des danettes au chocolat, on reçoit des yaourts. Bio quand même. Ouais, y en a des bio, des moins bio. Donc la façade est salie, donc on peut même plus l'utiliser en fait. Parce que le voisinage a pas envie ou se braque contre nous. Alors, donc moi j'aimais vraiment ce métier. Et là je commence à plus trop avoir envie de dire aux gens quoi faire. C'était pas du tout ça mon métier à la base. Les autres commerçants du Vieux-Nice, on s'est dit on va faire un truc, on va fermer tous les bars. De nous, on va plus les ouvrir. Ça va être la guerre dans la rue. Les gens vont picoler dans la rue, ce sera pas du tout encadré et ça va être l'anarchie. Nous, on est... L'anarchie, c'est bien, attention. Oui. Ça va être le bordel. On est indispensable pour les gens qui ont besoin de passer un moment de décontraction avant de rentrer chez eux, de pas être seuls, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont seuls, qui viennent au bar à potes, qui sont seuls dans leur vie et qui ont besoin de ce lien social. C'est indispensable et moi j'en suis certaine que je fais le plus beau métier du monde. Quelle sorte de liberté de se rencontrer dans l'espace public sans pouvoir il reste avoir quoi un en fait Là je sais pas, mais on va continuer par contre parce qu'il faut pas oublier qu'on en a tous besoin et que moi j'ai la responsabilité de continuer à offrir ça parce que sans ça il y a des gens qui seront très malheureux. Comme toi tu vis dans l'espace qui est censé être un espace public, et quelles restrictions tu sens au quotidien? C'est quoi ton quotidien? C'est quoi ton quotidien C'est qu'on se sent exclu en fait de la société. Pas spécialement de la société, mais en fait comme tout ce qui est endroit public, le problème c'est que tout ce qui est parc public, tout est fermé. D'un côté comme de l'autre, je les comprends. Parce que il y a des pères de famille, il y a des enfants, ils font une fixation directement sur les personnes qui vivent, qui sont sans domicile fixe. Directement, nous on se sent exclus. On se sent exclus. On se met dans un endroit où on peut être assez tranquille. Mais c'est pas pour ça qu'on ne se fait pas contrôler par la police, qui nous demande de partir. Avant, il y avait des blocs de béton. On pouvait s'asseoir. Il y a une grande surface. Il y a des appartements en face, il y a un cabinet médical. Ça veut dire en fait que nous on se sent rejetés de la société en fait. Ils nous jugent sans nous connaître. Ils ne prennent même pas la peine de nous connaître. Voilà, c'est des alcooliques, c'est des drogués, c'est des fumeurs. Tu connais très bien le système au niveau des associations. Et heureusement que les associations sont là. Parce que sans les assos, comment on ferait nous? Sans les maraudes, comment on ferait pour manger? Les maraudes, ça se passe un peu quand même, malgré le Covid, malgré machin, les répressions dans la rue, est-ce que ça tourne quand même, les flics par rapport à ça, ça va? Non, ça se passe très bien. À Libération, en plus c'est juste où il y a, au niveau du parc, où il y a la police municipale, où ils rentrent leur voiture dans le parking. Ça veut dire, ils nous croisent. Il y a un grand parc, sauf que le parc là-bas, il est fermé. Il est clos. Tu vois, je veux dire, ça aurait été bien qu'ils nous laissent ouvert pendant 1 heure ou 2. Quand vous voyez des personnes, on se met à la fenêtre, ils nous balancent des œufs, de la flotte, de la javel. Mais tout, de la javel? Quoi? Mais oui, mais tout, ils vont nous jeter de l'acide. Les gens croient qu'on s'est trouvé un milieu et qu'on est bien là-dedans et qu'on est juste des gens qui veulent pas travailler. Ils n'ont pas calculé les marches de l'escalier, les mauvaises marches de l'escalier qui peuvent arriver à n'importe qui, comme à toi, comme à ton micro, comme à tout le monde. Et je pense que ça va arriver de plus en plus avec leurs histoires. Le monde, vous l'avez vu, il est gris, très gris. Comment tu veux faire sans famille? C'est qui la famille? Les gens se regardent même plus dans le métro, les gens se guettent, les gens ont peur, sont communautaires. C'est quoi la deuxième chance? C'est quoi la deuxième famille? Après, c'est aussi aux gens de la rue de rebondir. Mais comment tu fais pour rebondir quand tu as le regard des gens qui te dénigrent en fait, et qui te donnent pas la chance et la confiance en toi en fait. Ils ont brisé la confiance en toi. Est-ce que c'est possible de vous enlever du trottoir où les gens passent? Voilà. On n'a plus le droit au trottoir maintenant.
C'est pour passer. Ouais, pour les choses. Ok, pas de soucis, pas de soucis. On se met où maintenant? Dans les arbres ou quoi? Non, mais là, ça va, regarde, là, on laisse le passage. Si on est là, on laisse le passage. Si on est là, on laisse le passage. Photo, j'ai de la machine et tout. C'est pour ça que Mais je suis pas agressif. Je suis pas, t'inquiète pas, non, c'est mais comment leur parler, t'es frère. montré tranquillement, voilà, poliment. On se fait remarquer là. Voilà, mais c'est toi qui te remarqué, frère. J'ai pas été agressif, le gars m'a dit cassez-vous du trottoir. On va où? Non, quand on se met sur la route, on se écrase. C'est censé être un lieu public, le trottoir. Voilà. Est-ce que tu penses qu'ils ont fait différemment que d'habitude? Oui. Pourquoi? Parce que quand ils ont vu les micros, ils n'ont pas parlé comme ils nous parlent habituellement, ils nous parlent comme des merdes. Ça veut dire c'est barrez-vous, cassez-vous d'ici. Il n'y a pas d'emplacement pour vous, et que les emplacements que vous occupez, on vous dit qu'il faut les laisser parce que vous gênez. Et du coup, où est-ce que t'es? C'est ça le problème. À tout le monde la rue, on est dans un pays libre. Et dans la rue, ça veut dire beaucoup des fois. Pourtant, on s'entend bien, un gitan, un arabe. Bon, les arabes, il faut faire attention. Et un français, voilà. Comment on fait? On est ensemble quand même. Ils nous ont réunis dans notre malheur. C'est ça qui est beau quand même. Telle ou telle personne, ils ont un cœur sur la main. Mais c'est ça le problème. En fait, il y en a, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Et c'est ça qui est dommage. Voilà, j'avais que ça à dire à la famille. Je te remercie. Ça fait plaisir. Ah, big boy. L'espace public, j'ai envie de te dire, en fait, voilà, t'en fais ce que tu veux, mais c'est un espace public, donc voilà, tu vois, t'as le droit de faire, tu marches, tu fais ce que tu veux. Mais après, c'est ce que t'en fais. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Si tu commences à squatter, c'est vrai que voilà, tu vois. Tu vas te commencer à t'arriver. Les gens, ils vont te regarder, déjà les voisins qui vont passer dans les rues et tout, commencent à te regarder bizarre et tout. Pourquoi tu restes là tout le temps, nanana. Bon, c'est vrai, après tu peux gêner des gens ou quoi, tu vois. Mais bon, après je sais que j'ai dormi sur des trucs et tout. Après, je suis retourné 15 jours plus tard, ils avaient mis des putains de cônes en fer, frère. Non seulement tu fais chier personne, mais en plus il n'y a aucune loi qui t'interdit d'occuper, entre guillemets, ou d'être présent sur l'espace public, sur un trottoir, sur un banc. Ça dérange personne à la base, quoi. C'est sur un coin de truc où personne s'assoit, personne, tu vois ce que je veux dire. J'interdis pas l'accessibilité aux choses, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, les gens sont cons, stupides. Voilà, des fois ça finit mal et tout, t'envoies les keufs, tu finis en garde à vue, laisse tomber. Les flics, en fait, ils passaient le matin pour nous réveiller, quoi, tu vois. Et ils passaient le matin à 7h, 7h30. Et hop, ils s'arrêtaient avec leur scooter, bam, hop, genre c'est l'heure, levez le camp, tu vois. Tac. Bon, j'avoue, ils nous faisaient pas chier, quoi, ils nous prévenaient, quoi. Mais bon, des fois, tu vois, il y avait des relous, quoi. Et bah, c'est pour ça que je suis parti en tôle. Tu sais, parce que le mec, il m'a saoulé grave, je lui jetais un briquet, frère. Tac, ça a rebondi sur son scooter, ils sont précipités sur moi, arrêtés, boum, je suis parti au Baumet de 6 mois. Allez, super. 6 mois pour un jet de briquet? Ouais, super. Hein. Bah, voilà, demande, c'est Dieu qui m'a emmené chercher mon chien quand je suis sorti de prison et tout. J'étais arrêté, j'étais en garde à vue, et puis après, j'étais emmené à Évreux, je suis resté un mois, et j'étais, après au Baumet, à Marseille. Et aujourd'hui, alors t'as un appart, ouais. Donc tu dors plus, en tout cas dans la vie, dans la rue, pardon. Mais tu passes du temps, tu bosses dans la rue, tu fais la manche dans la rue. Je me suis trouvé un beau petit appart, ouais, c'était la taille de ma cellule, au Baumet. Heureusement que je suis au 5e et que j'ai pas de barreau. Bon, moi, tu peux sortir. Ouais, et j'ai la clé, tu vois ce que je veux dire. Voilà, tu vois, c'est le truc qui me rassure. Non, mais à côté de la télé, tu vois, là, genre, j'ai la clé. J'avais des petits boulots et tout, tu vois, ça a commencé à marcher bien. Mais à cause de cette connerie de maladie de Covid de merde, là, voilà, j'ai moins de boulot, parce que maintenant, tu sais, comme j'ai plus de revenus et tout ça, t'imagines que je touche que 484 €, frère. Et dessus, il faut que je paye une portion alimentaire, que je paye mon loyer de 300 €. Et en fait, la plupart du temps, frère, je peux même pas me payer un Burger King ou un truc comme ça. Tu sais, un petit délire, un cinéma où... J'étais la dernière fois au cinéma. La meuf, elle m'a dit quoi? 12 balles. 12 balles? J'ai dit 12 balles? Putain, je t'assure, j'étais choqué. 12 balles? J'ai dit... Hey, ciao, vas-y, garde ton film. Quand il y avait le grand parking à Masséna, là, tu vois, enfin pas à Masséna, voilà, quand il y avait le grand parking, et à côté il y avait le McDo et tout, tu vois, c'était quand même, enfin nous c'était des spots, voilà,
super, enfin avant qu'il fasse la coulée verte, monsieur. Toutes les nationalités se retrouvaient au milieu de là-bas, tu vois. Il y avait les Polonais, les Russes, et tout le monde, frérot. Les Italiens. Ça existe encore, ça? Mais non, ils ont détruit. Ailleurs, ils ont fait la couverture. Est-ce que ça existe à d'autres endroits? Non, c'est fini tout ça. Non, c'est fini. Parce qu'en fait, chacun s'est mis sur son côté, quoi, tu vois. Les Russes se sont mis d'un côté, les Tchétchènes se sont mis d'un côté, les Roumains, bon, on les calculait pas, mais bon, ça fait pas partie du truc. Mais des fois, on se côtoie, tu vois ce que je veux dire. On peut dormir l'un à côté de l'autre, quoi. Tu vois. Est-ce que ça veut dire que la ville, d'une certaine manière, aseptise un peu, en tout cas le centre-ville, nettoie un peu la ville? Alors on nettoie des blocs dégueux, mais on nettoie aussi des gens qui occupent ça. Est-ce que ça veut dire que la ville réussit un peu finalement à nettoyer le centre-ville des gens qui gênent? Notre-Dame, ils ont foutu des grilles tout autour, on peut plus s'asseoir sur les marches, c'est foutu. Voilà quoi, j'en ai marre des gardes à vue, j'en ai marre de la tôle, frérot, j'ai marre de tout ça, tu vois quoi. Donc voilà, je connais tout le truc. Donc voilà, maintenant je vis sous le radar quoi. Voilà. Sortir du radar. Mais ouais, je vis comme ça maintenant, c'est bon. Le collectif ETC, c'est un collectif d'architectes qui est né pour essayer d'interroger un peu la posture de l'architecte et éventuellement être aussi un peu plus dans le faire et un peu moins dans la conception. Ils avaient envie de mettre un peu les mains dans la matière. Et un des premiers projets qu'ils ont initié en étant encore à l'école, ça a été de proposer de transformer un espace public. D'interroger un peu quel était le rôle de l'architecte et peut-être aussi sa dimension sociale, son implication dans la société. Cette idée d'utiliser l'espace, comment ETC le voit? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une manière un petit peu résistante en fait à ce qui se passe aujourd'hui dans l'architecture, dans leur philosophie et dans leur manière de fonctionner. En fait, il y a d'une part la question de la maîtrise d'usage, c'est-à-dire il y a une revendication depuis quelques années des habitants qui disent mais nous, en fait, c'est nous qui pratiquons ces espaces et quelque part, on a quelque chose à en dire ou en tout cas, on peut avoir des envies, des besoins. Il y a une autre chose, c'est qu'il y a un phénomène de privatisation des espaces publics qui se généralise, qui est pas tout le temps très clair, qu'on n'identifie pas très clairement, mais en fait qui a tendance à s'étendre et donc et qui est souvent l'argument de base, c'est souvent de dire en fait un espace public est pas forcément bien entretenu, les règles sont mal suivies et quelque part de privatiser permet en fait de sécuriser ces espaces. Dans le collectif ETC, petit à petit, on s'est dit qu'on pouvait s'immiscer dans des endroits, s'insérer aussi dans des processus de transformation urbaine qui sont de dire peut-être qu'il y a des choses à tester, peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être tout de suite pérennisées, peut-être qu'on a besoin de fabriquer des espaces qui seront temporaires ou transitoires et qui vont permettre en fait d'expérimenter des nouveaux usages, des nouveaux matériaux, une nouvelle façon de faire. Donc nous, notre idée, c'est plus de dire, à partir du moment où les gens mettent les mains dedans, il y aura un autre rapport qui va s'installer entre cet espace de ville et la présence des habitants. À Bastia, où on a travaillé sur des espaces publics, on a travaillé avec des jeunes du quartier. Il y avait toute une réflexion autour de c'est qui les publics de ce quartier. En fait, c'est beaucoup des vieux, donc comment on fait pour que les vieux ils puissent trouver leur compte aussi dans ce genre d'espace. Après, il peut y avoir des projets où c'est vraiment des bénévoles très spontanés. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir des formes de partenariat parce qu'en réalité, on se retrouve à intervenir sur des territoires où nous, on débarque quand on fait des chantiers, on mange bien, on mange avec tout le monde. Et tout le monde met la main à la pâte. Donc en fait, il y a tout un processus aussi de cuisine mobile qu'on installe. Donc on se fait des grandes tablées avec tous les participants au projet.
On organise des fêtes de fin de chantier où en fait on va faire des sortes d'inaugurations qui peuvent être l'occasion d'une programmation qu'on va imaginer avec les différentes associations. À Marseille, il y a un petit jardin, un petit square qui s'appelle le jardin de Spinelli. Il était totalement négligé. Et donc petit à petit, ils ont discuté avec la mairie. Ils ont créé un jardin potager partagé à l'intérieur. Ils ont des poules. Ils en ont fait un lieu super chouette. Nous, on les a aidés à construire de petites cabanes pour faire de l'équipement, un équipement supplémentaire pour le jardin. Et en fait, ils en ont la gestion aujourd'hui. Voilà, il faut que la mairie continue à faire sa partie du boulot. Mais il y a une autre partie qui est en fait à l'initiative des habitants et qui fait des choses que la mairie ne ferait jamais. C'est la cata, ça va péter. C'est la cata, ça va péter cette année. Tous les quartiers populaires sont dans le viseur, c'est clair. Le moindre lopin de terre sera la prochaine affaire à faire. C'est la cata, ça va péter. C'est la cata, cette année ça va péter. Et du coup, c'est une asso, la Quadrature du Net, fondée par des militants du logiciel libre et qui milite pour les droits et libertés dans l'environnement numérique à l'origine. C'est-à-dire que c'était beaucoup la défense en fait, d'un projet émancipateur associé à Internet et l'idée qu'Internet pouvait permettre de faire fleurir quantité de médias alternatifs, de contourner les médias de masse, de faciliter l'accès au savoir et à la connaissance dans une logique transfrontière et tout un tas d'idéaux de ce type. Et du coup, on se mobilise encore sur les questions de surveillance d'Internet, de censure de sites web, tout ce qui est des choses liées à l'économie politique d'Internet. Donc ça va de questions dans les télécoms liées à la neutralité du net, à la possibilité pour des opérateurs ou hébergeurs alternatifs d'exister face aux gros. Internet, c'est censé initialement être un espace public aussi. C'est un espace public médiatique où on peut se rencontrer. L'idée, c'était que justement, il allait permettre de sortir un peu de la sclérose qui caractérisait l'espace public médiatique dominant. Ces dernières années, en fait, on a vu se déplacer toutes les technologies big data de surveillance qui s'étaient développées sur Internet et que Snowden notamment avait permis de documenter, migrer en fait vers l'espace public urbain. Et cette réalisation, elle date d'il y a bientôt 3 ans, fin 2017. La mairie de Marseille annonce un partenariat avec l'entreprise Engie Neo, du groupe Engie, anciennement connu sous le nom de Suez, et pour faire l'observatoire Big Data de la tranquillité publique. Et du coup, il nous parle d'interconnecter tout un tas de bases de données, données des hôpitaux, données des régies de transport, main courante de la police municipale pour faire de l'aide à la décision, de la planification, de l'optimisation. Enfin, il y a tout ce langage. L'intitulé, c'est un observatoire de la tranquillité publique. Ouais. Donc il faut savoir, en fait, c'est en fait la version Big Data d'observatoire statistique que le ministère de l'Intérieur promeut au point de vue local depuis des années. Donc tu as les observatoires de la tranquillité publique. Et de fait, la mairie de Marseille venait de s'équiper de gros serveurs achetés à la société Oracle. Donc ils avaient en gros, à l'époque, donc il y a 3 ans, la capacité de stockage équivalente à celle de la BNF, la Bibliothèque nationale de France. Ça faisait pas mal parler dans les médias, il y avait pas mal d'articles, y compris dans les médias français, sur ces sujets à l'étranger. Mais c'est vrai que l'idée que ces technologies étaient déjà en train de proliférer en France, ça nous avait complètement échappé. Et ça avait complètement échappé aux médias dominants et au débat public. Ce qu'on réalise assez rapidement, après un début d'enquête suite à ce communiqué de presse, c'est qu'en fait des projets de ce type, il y en a partout. Enfin, il y en a au moins une demi-douzaine à l'époque qu'on identifie, donc on est fin 2017, début 2018. Ils sont dans les cartons depuis au moins 3-4 ans, c'est-à-dire qu'il y a des crédits d'études qui ont été débloqués par les mairies, que c'est des choses qui sont vraiment dans les cartons depuis un moment. Et que, encore une fois, personne n'en parle. On fait une demande d'accès aux documents administratifs s'agissant des documents afférents à ce projet qui venait d'être annoncé par votre communiqué de presse et sur lequel on voyait très peu de choses en réalité sur Internet. Et 2 mois plus tard, en gros, au moment où je suis en train de saisir la commission d'accès aux documents administratifs qui est censée intervenir en cas de non-réponse ou de mauvaise volonté de la part des gens auxquels tu t'es adressé, je reçois une grosse enveloppe dans ma boîte aux lettres qui sont en gros les documents liés au marché public, liés à cet observatoire Big Data de la tranquillité publique. Et dedans, du coup, on a accès à quantité d'informations et on réalise que, donc, au-delà de ce qui transparaissait dans le communiqué de presse, ils veulent aussi surveiller les réseaux sociaux et clairement identifier des gens. Des choses comme les manifestations sur la voie publique sont vraiment centrales et qu'il y a cette idée en gros de sécuriser l'espace public, de le dépolitiser, en tout cas de mettre tout type d'activité politique dans l'espace public urbain sous surveillance, quoi. Dans les autres projets qu'on arrive à documenter assez rapidement à l'époque, il y a le projet Safe City à Nice qui est piloté par Thales,
à la tête d'un consortium d'une douzaine d'entreprises, de start-up et de centres de recherche publics pour faire une espèce de couteau suisse sécuritaire qui intègre aussi, comme à Marseille et cet observatoire Big Data de la tranquillité publique, une composante qui est en gros un espèce de prototype de police prédictive, prédiction spatio-temporelle de la survenue de faits de délinquance par zone, par période, des projets de vidéosurveillance automatisée, dont la reconnaissance faciale est l'une des applications, mais tu peux aussi chercher à reconnaître un individu parce qu'il porte un pull noir avec une capuche, un sac à dos rose ou que sais-je. Et donc il y a plein de formes de surveillance individuelle permises par ces solutions de vidéosurveillance automatisée qui ne reposent pas simplement sur la photographie du visage et plein d'autres marqueurs identifiants, les silhouettes aussi. Il y a un projet aussi où l'entreprise chinoise Huawei, qui est vraiment des fers de lance de ces technologies, est en partenariat avec la ville de Valenciennes pour expérimenter de la vidéosurveillance automatisée. Il y a un projet avec IBM à Toulouse, donc c'est pas toujours des acteurs français. Automatisé, c'est-à-dire du coup Automatisé dans la mesure où c'est donc des algorithmes entraînés, ce qu'on appelle la vision assistée par ordinateur, et en gros tu apprends aux algorithmes à travers des techniques dites de machine learning ou apprentissage machine en français, à reconnaître des images et du coup à identifier et à les analyser automatiquement. Dans les projets de ce type, il y a un projet de capteur sonore intelligent dans un quartier populaire du centre-ville de Saint-Étienne. Donc en gros l'idée c'est d'avoir des capteurs sonores qui vont, en cas de bruit suspect, et là encore c'est l'intelligence artificielle qui va nous dire ce que c'est qu'un bruit suspect, c'est-à-dire anormal qui sort de la norme. Mais il cite quand même des trucs comme des coups de feu ou des cris, tu vois. Et donc l'idée c'était de déclencher automatiquement une alerte au poste de police, d'envoyer un drone automatiquement filmer la zone et pour qu'on puisse voir en temps réel ce qui s'y passe. Et voilà ce genre de projet délirant, hyper impactant du point de vue des libertés publiques. Il y en a partout sur le territoire, personne n'en parle. Il n'y a aucune loi qui a été passée pour encadrer tout ça et c'est juste le Far West. Et nous on est une petite équipe à la Quadrature, principalement bénévole, et on se dit en fait on va pas réussir on se trouve que c'est vraiment absolument central. Personne dans nos milieux militants bosse vraiment sur ces questions. On se dit qu'il faut faire quelque chose. Confidencia est une société qui est donc une SAM monégasque. Donc aujourd'hui la société c'est 5 ou 6 produits, pour la plupart d'origine israélienne, puisque faut leur reconnaître que c'est les meilleurs. Si on regarde la partie reconnaissance faciale, comme c'est le sujet qui nous anime aujourd'hui, on a fait des tests avec la Sûreté publique à Monaco, on a fait les tests il y a un peu plus d'1 an à Nice avec une session pendant le carnaval de Nice, donc le produit par lui-même donne entièrement satisfaction. Après, il y a la législation des pays. Donc la France est en train de légiférer, Monaco est en train de légiférer sur ça. La France, on est en attente de 2 textes de loi. Un qui est le texte de décentralisation, qui donnerait un petit peu plus d'autonomie aux régions. La personne qui nous a choisi, c'est Christian Estrosi, donc c'est le maire de Nice qui a trouvé que le produit donnait entièrement satisfaction à la ville de Nice. Donc la loi de décentralisation permettrait aux maires ou aux régions de faire un certain nombre de choix. On est dans un monde de démocratie, c'est très bien qu'en France, on n'utilise pas la reconnaissance faciale comme peut l'utiliser la Chine. Les citoyens sont assez peu informés, sont assez peu concernés, et on se rend compte quand même que l'imaginaire collectif citoyen est plutôt assez réfractaire à ces questions-là. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à nos gouvernements de l'utiliser de la manière la plus saine possible ? C'est la différence entre une démocratie et une dictature. Si on souhaite utiliser un produit, pour ses vertus ou ses qualités, ou si on souhaite utiliser un produit pour faire de la dénonciation ou de... Je veux dire, aujourd'hui, on est quand même dans un mode démocratique. Mais si Marine Le Pen passe en 2022, ou si la France a un pouvoir autoritaire, sachant qu'on peut considérer que c'est un pouvoir autoritaire. Bien sûr. Reprenons quelques fonctionnalités d'un système comme ça. C'est-à-dire qu'un système comme ça, aujourd'hui, toutes les villes sont équipées de caméras. Donc ça veut dire que de toute façon,
Si vous voulez pas être vu, faut changer de ville. Il n'y a pas une ville en France qui n'est pas équipée de caméras. Donc vous passez régulièrement devant les caméras. Si demain Marine Le Pen veut y mettre tous les gens qui sont hostiles au Front National, c'est sûr qu'elle peut y mettre tous les gens qui sont hostiles au Front National. Si demain dans le fichier j'y mets la totalité de mes opposants, mais là je suis dans un régime totalitaire, si j'y mets la totalité de mes opposants, tout ceux-là ils vont apparaître. Et c'est là où le texte de loi qui est en train d'arriver devrait protéger aussi bien les sans-abri que les personnes qui n'ont rien à se reprocher. C'est vraiment qu'une décision législative. C'est-à-dire que ça vous inquiète, vous ? Ben, pas du tout, parce que non, mais malgré tout, aujourd'hui on est en France, on est. Et puis moi à la limite, si demain je suis mis dans un fichier, c'est que j'estime dans un pays démocratique que j'ai quelque chose à me reprocher. Si j'ai rien à me reprocher, j'ai pas de raison d'être dans un fichier. Moi, ça m'inquiète pas. Les personnes, par exemple, qui aident les migrants sont fichés S, des opposants politiques sont fichés S. En France, pour le coup, les fichés S, il y a 10 000 personnes, dont la plupart sont des écologistes, des zadistes, des militants pro-migrants. Après, justement, c'est là où nos parlementaires doivent être intelligents et décider ce que l'on met dans un dossier ou dans ce que l'on autorise à rentrer comme image. C'est des systèmes qui sont beaucoup plus efficaces en rembobinage. Si on prend l'exemple d'un attentat, celui de Nice qui nous a tous touchés, ils ont passé plus de 3 semaines à rembobiner les images pour voir et ce genre d'outil vous fait un défilement d'images x20 par rapport à la vitesse réelle. Il faut juste espérer que l'usage reste fait dans un pays démocratique. Sur l'usage détourné qui peut en être fait, on l'a vu aussi avec la vidéosurveillance qui était censée amener plus de protection, un peu comme la reconnaissance faciale, et on voit notamment à Nice tous les usages détournés qui peuvent en être faits, comme la vidéo-verbalisation par exemple, ou traquer la petite délinquance et finalement ce pourquoi c'était prévu au départ, donc les grosses agressions, les viols, etc., ou les cambriolages. On se rend compte que statistiquement, en tout cas, cette utilisation-là, elle est assez peu fréquente. On peut avoir cette même crainte avec la reconnaissance faciale. Vous dites la vidéosurveillance, elle a été détournée de la grande délinquance vers la petite délinquance. Mais malgré tout, la petite délinquance, il y a quelque chose à se reprocher. Si on n'a rien à se reprocher, on n'a rien à craindre de la vidéosurveillance, ni de la reconnaissance faciale. La notion de rien à se reprocher, c'est vague. Non, mais c'est vrai. Mais en même temps, aujourd'hui, l'ensemble des villes françaises sont équipées d'un système de vidéosurveillance. On est dans un monde où déjà on est surveillé. Demain, on va nous mettre des nanoparticules dans le corps et ça va permettre à tout le monde, avec la 5G, de savoir à quel endroit vous êtes. La reconnaissance faciale, c'est ni plus ni moins qu'une assistance à l'œil humain pour retrouver quelqu'un sur un écran. C'est quoi pour vous en fait votre définition de l'espace public, sachant que vous y travaillez, sur ce genre d'espace ? Pour moi, la définition de l'espace public, c'est les gares, les aéroports, les places des centres-villes, etc. C'est pas la terrasse d'un café, c'est pas les endroits de convivialité de la ville, c'est les endroits de mouvement de la ville. Je veux dire, le but, c'est pas non plus d'aller regarder les gens qui s'aiment sur une terrasse de café. Les 10% qui sont des endroits de circulation et des endroits importants. C'est pas les endroits de vie de tous les jours, c'est les endroits de mouvement. Donc quand je dis l'espace public, c'est peut-être un peu dévoyé le terme. Je pense que si on a tous une action à mener et à expliquer à nos politiques ce qu'ils doivent faire, c'est plus sur la façon dont ils doivent légiférer que sur le produit par lui-même, parce que les produits par lui-même, tous ces produits-là, s'ils sont utilisés de manière intelligente, ils amènent tous un bien-être. S'ils sont utilisés de manière négative, ils peuvent tous amener Minority Report, tout ce que vous voulez. Mais en fait, ça c'est quelque chose qu'on voit partout. Si tu veux, même Stop Covid, l'application censée faire du contact tracing pour reconnaître les cas contacts, etc., grâce à une application sur le téléphone, c'est aussi une manière d'automatiser le travail que font aujourd'hui des centaines, voire des milliers de volontaires et de personnels soignants pour appeler les gens et remonter les chaînes de contamination.
c'est pareil que d'automatiser le placement des bacheliers avec Parcoursup. Je veux dire, la vidéosurveillance 1.0, hein, juste les caméras qu'on a placées et qu'on entretient depuis 15 ans partout en France. On n'a même pas les chiffres officiels, mais ça doit se chiffrer en milliards d'euros. Au moins 1, voire 2, voire 3, voire 4 milliards d'euros en frais d'installation et de maintenance. C'est colossal. C'est des investissements publics qui ne sont pas du tout évalués. Le peu d'études indépendantes montrent qu'en pratique, ça ne sera à pas grand-chose. Et donc, c'est des technologies sécuritaires qui apportent des réponses sécuritaires et policières à des problèmes de société divers et variés. Et les boîtes proposent leur technologie gratuitement parce que pour elles, l'enjeu, c'est ils ont fait la recherche et développement depuis des années. Et l'enjeu là, c'est de se positionner sur des marchés, de montrer qu'ils ont les compétences, qu'ils savent travailler avec les opérateurs humains qui restent et dans les administrations et auxquels ils sont censés filer leurs outils. Le projet Safe City à Nice, piloté par Thales, c'est de mémoire 25 millions d'euros avec 13 millions d'avances et de subventions apportées par la Banque publique d'investissement, la BPI, et le reste est apporté par les boîtes. Depuis près de 10 ans, on balance des dizaines de millions d'euros d'argent public au niveau européen, au niveau de la recherche française en argent public pour financer la recherche et développement. Le marché de la Smart City, c'est 250 milliards de dollars en 2025. Ça augmente de 20% par an. Donc c'est clairement des grandes multinationales européennes sur ces secteurs avec un lien public très fort. Et en fait, il y a des enjeux industriels de fou et l'enjeu, pour eux, c'est de se positionner à l'international aussi. Sur la vidéosurveillance actuellement, sur la reconnaissance faciale actuellement, la CNIL, pour le coup, elle fait chier Estrosi depuis pas mal d'années. Un des succès de la campagne Technopolis depuis 1 an, c'est le front contentieux. C'est ce qu'on fait à la Quadrature du Net, c'est-à-dire des recours contre les lois de surveillance devant le Conseil d'État, devant les tribunaux administratifs souvent. On a obtenu des victoires importantes. Le risque derrière, c'est qu'en fait, il suffit à Darmanin, au ministère de l'Intérieur, de proposer une loi régulant ces usages. Enfin, là, ils ont essayé de le faire en mode cow-boy, c'est pour ça que je parlais de Far West, c'est-à-dire il n'y a aucune loi qui encadre ça, on y va en mode stratégie de la disruption, quoi. Truc familier de la French Tech et du monde des startups, et ils étaient vraiment dans cette logique-là, quoi. On impose des usages, on y va, on passe les expérimentations, on a la complicité des élus locaux, et donc on ne demande même pas son avis à la CNIL ou à peine. Enfin, c'est juste à partir du moment où des gens comme nous vont commencer à gueuler que là, ils vont faire semblant d'aller voir la CNIL. Très souvent, ça se fait à marché public constant. Donc il n'y a même pas d'appel d'offres ou de nouveaux marchés publics qui permettraient à des concurrents de se positionner, de faire en sorte que nous aussi, à travers notre veille sur ces marchés publics, on repère ces nouveaux projets. Très souvent, ça se fait en mode porte fermée sans qu'il y ait aucune information qui puisse filtrer. Donc on voit à quel point il y a tout un tas de phénomènes qui se conjuguent pour contribuer à dépolitiser la ville. Et l'enjeu, mais en même temps, ce qui est vrai aussi, c'est qu'on observe à quel point les résistances sont résilientes et à quel point ça ne marche pas et que en fait, ces beaux projets technocratiques qui animent les gens censés nous gouverner, ils se casse la dent sur le réel, et c'est nous le réel, c'est ces luttes, et c'est ça qu'il faut faire vivre en fait. Déjà rencontré il y a quelques mois pour un documentaire qu'on avait fait sur les arts de rue en général. Il y a eu l'arrêté contre les artistes de rue, il y a eu le Covid, il y a eu les couvre-feux, il y a eu le confinement, il y a eu tout ça. Donc comment ça a évolué pour vous dans votre travail d'artiste de rue? C'est clairement allé en se dégradant. Même cette année a été de pire en pire pour les arts de rue, pour les arts de façon générale. Pour la culture, ça a été un véritable gouffre. On a essuyé tout le temps des contrôles qui nous spécifiaient qu'on n'était pas au courant de tout ce qu'il fallait savoir pour jouer dans la rue, donc du coup qui nous interdisaient de jouer quand ils nous contrôlaient. Bien évidemment, il n'y a pas eu aucune réplique qui a été donnée en fait
de la part du gouvernement pour aider en fait tous les artistes saltimbanques qui sont dans la rue. Et là c'est complètement gelé, on peut plus jouer dans l'espace public, on peut plus même se déplacer librement dans l'espace public. Et en plus on peut rajouter à tout cela les citoyens un peu zélés en fait qui vont à tout va dans la délation. On a l'impression d'être des criminels, enfin des délinquants plus que des criminels, mais on se fait soumettre par les forces de l'ordre qui viennent en masse, armés tout simplement quand même, et nous menaçant littéralement. Outre les menaces administratives, qui sont les amendes et tout, de confisquer notre matériel et de plus jamais le revoir. Aún teniendo la permiso para tocar en la calle, siempre llega un nuevo agente que te dice que no se puede hacer esto, el otro no sabe, todos dicen que se puede, no se puede, y nadie sabe la ley. Y yo tengo un permiso, he pagado una aseguranza por año, me he gastado mi dinero, he pagado mis taxes, y continúan poniendo excusas para que no haya un poco de entretenimiento en la calle. Tengo un gestor que es al que pago 100 euros por mínimo, que me cobra barato, para hacerme todo gestión, porque yo no sé hacer nada de esto. Yo pago a un contable que me hace todo. ¿Me entiendes? Son gastos, pago los taxes, soy entrepreneur, pago mis taxes y no sé qué más quieren de nosotros los artistas. Yo salgo a ganarme la vida con mi música. No voy a robar, no hago nada indebido, nada ilegal. Es mi trabajo y el trabajo de muchas personas que están aquí en Niza, en toda la Francia, que hacen lo mismo que yo para comer, para pagar sus gastos, para ayudar a sus hijos, para hacer las cosas normales de la vida. Pero no, tampoco se puede, entonces ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo? Solo queremos que nos traten con respeto los artistas, que nos respeten. Somos artistas, no somos criminales. Ni estamos peleando con la policía que viene con una actitud un poco agresiva. No queremos pelear con ustedes, señores policías. Queremos que nos respeten como artistas que somos. On ne se laissera jamais faire, on verra toujours à créer des alternatives, à trouver des solutions, c'est une évidence aussi. Et on ne s'arrêtera jamais, on ne se laissera jamais aller à cette dépression qui nous semble imposée par une force qu'on n'a même pas choisie finalement. On est des artistes, enfin, on n'est pas des délinquants ni des criminels. On invite plus au rêve et au futur qu'à rester ancré dans des choses qui sont mauvaises. Et de voir que on nous gouverne de façon à supprimer cette partie-là de notre vie et de la faire passer pour un aspect secondaire en fait, quelque chose qui semble inutile, alors que c'est absolument pas le cas, on le sait. C'est pas du tout rassurant et ça sonne un peu dystopique, donc ouais, c'est vrai que le message d'espoir, c'est j'appelle à rester fidèle à nous-mêmes finalement, de continuer à être sur cette brèche-là et à tous les jours y aller, quitte à prendre des risques en fait. Merci Philémon. De rien, merci à toi pour tout ce que tu fais dans nos rues. Le droit au logement, l'association, en fait, la fédération maintenant, elle est née en fait avec les Jeudis Noirs au début des années 90. C'était des squatteurs finalement qui se sont organisés avec des précaires. C'est un mouvement qui a pris de l'ampleur au début des années 90 à Paris. Il faut quand même préciser que dans la population française, 70% de la population aurait techniquement droit en fait à l'accès à un logement social. Les logements sociaux se sont créés grâce aux intérêts du livret A en fait, et ces intérêts du livret A ont servi en fait à faire émerger tous ces bâtis qui ont été financés par l'État et qui sont donc destinés aux classes populaires, aux travailleurs et aux précaires. Donc quand votre livret A il baisse au niveau des taux, c'est une catastrophe en fait c'est une catastrophe au niveau de l'accès au logement en France. On n'est plus du tout éduqué à toutes ces questions-là, alors que c'était le cas dans les années 70. Il y avait une partie des parlementaires qui faisaient partie des classes populaires ou qui en étaient issus. Donc ces messages-là passaient, ces combats-là passaient. Maintenant, ils ne passent plus. En 2020, en fait, on est un peu dans l'individualisme, beaucoup dans l'individualisme, et le coût du livret A, ça marche plus du tout. Et justement, les précaires qui sont concernés par les logements sociaux hors des centres-villes. Donc là, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la gentrification et ce que ça implique en termes de gestion des espaces publics à l'échelle des villes, quoi. Mais il y a plusieurs sortes de gentrification en fait. À Marseille et à Toulon, on a assisté à une gentrification assez intéressante. Ils s'octroient le droit de sélectionner les gens en fonction de
leur profession, on va dire. Donc le centre-ville de Toulon est peuplé, on va dire, entre guillemets, de bobos. À Marseille, en fait, la gentrification, elle s'est opérée à peu près de la même façon, mais avec quand même une bonne partie des biens qui ont été vendus au privé, à des fonds de pension qui, eux, en fait, font des bureaux. Et voilà, c'est plutôt la désertification du centre de Marseille qui s'est opérée jusqu'ici. On va voir ce que ça va donner avec la nouvelle mairie. On est plutôt optimiste, quoi. Hein. À Nice, non. C'est pas du tout la même chose, en fait. Hein. À Nice et dans les Alpes-Maritimes, on opère d'une manière complètement différente. C'est-à-dire que la mairie agit comme un requin. Elle essaye de faire en sorte que les expulsions s'opèrent, oui, mais ils ont le temps. C'est un parc qui se privatise complètement. Donc, pour le coup, en fait, il n'y a pas de sélection de la population qui a accès à ces logements-là. Et ce sont les promoteurs immobiliers qui ont leurs entrées dans les municipalités et qui ensuite les saucissonnent pour les revendre dans le privé à des prix exorbitants en mettant du touriste et des classes sociales élevées qu'à Nice, on gentrifie le vieux Nice. On a énormément de richesses et un attrait touristique qui est énorme et donc on peut attirer ici des classes sociales aisées et du touriste. Quand les municipalités ne respectent pas le pourcentage d'habitat social, ils doivent payer une amende qui est assez conséquente en fait. Est-ce que ces amendes-là, elles sont réinjectées pour l'habitat social ou qu'est-ce qu'on en fait en fait de cet argent ? Nice, en vérité, en fait, ils ont été exonérés de ça pour... il y avait écrit il y avait écrit bonne volonté, c'est ça. Pour bonne volonté. Donc en fait, Estrosi il en paye pas, donc en fait il s'en fout. On est tombé quand même à 11% de logements sociaux et ça c'était il y a 2 ans. Donc maintenant ça a probablement encore chuté, mais non, en fait ils en font rien, ils ont absolument pas. Et puis quand tu dis c'est assez conséquent, non, ça l'est pas. Hein. C'est pas du tout conséquent, c'est pas du tout dissuasif. Très vite en fait, t'entends les gens dans les rues qui disent oh là là, mais c'est l'Ariane qui va débarquer dans nos quartiers, c'est pas possible, il en faut pas. Et puis après les gens écrivent des courriers et puis les gens s'opposent complètement à la création de logements sociaux parce qu'ils n'ont pas conscience que les logements sociaux sont également dirigés vers eux, leurs grands-mères, leurs enfants en fait qui ont des difficultés d'accès au logement. Donc il y a vraiment eu ce combat idéologique là, jusqu'ici on l'a perdu. Ça cloisonne les populations. Donc on va se retrouver avec des populations précaires, avec des emplois précaires ou sans emploi, handicapés, des personnes très âgées avec des tout petits revenus. Tout ça, on va les mettre entre eux, voilà, dans ces premiers types de logements les plus précaires. Et puis ensuite, les travailleurs, on va les mettre avec des digicodes, des portails tout propres. Et eux, en fait, ce seront des gens dont Habitat 06, en fait, prendra les contrats. Habitat 06 et d'autres, ils prendront ces contrats-là. Donc là, on est au 20 rue de la Condamine, au 5e étage. Je précise parce que c'est ce que vont faire les policiers dans quelques semaines, dans quelques mois, à tout casser. Ces murs et ces pièces, en fait, je les côtoie depuis 41 ans maintenant. C'est mon père qui vivait ici, puis on est dans un ensemble d'immeubles qui était très familial, de l'ambiance des années 80, parce qu'à partir des années 90, on a la mairie, donc, qui est le propriétaire des lieux, qui a commencé à vouloir accélérer le processus donc, dont on parlait à l'instant de gentrification, dégager les pauvres et foutre des riches à la place, parce que c'est plus propre, parce que ça consomme mieux, ça fait moins de bruit la nuit, ça a moins d'histoire, enfin on n'en sait rien pourquoi, mais en tous les cas, on a l'impression d'être sale, quoi. La mairie a dit finalement, ok, allez voir le service du logement, c'est bon, vous allez garder le bail. Ils ont augmenté le loyer de 200 €. La fameuse technique pour en fait te la faire à l'envers, te rouler dans la farine, quoi. On a dit ok, c'est bon, on accepte, on se maintient dans les lieux et on est reparti pour une belle aventure, mais non. Ils ont donc sorti le joker, pas assez de revenus, dégage, suite à quoi en fait ils ont entamé une procédure d'expulsion la plus, on va dire la plus méchante qui existe. Aucun dialogue, passer par une procédure où on va ne juger à aucun moment le fond de l'affaire, mais toujours la forme. Au mois de novembre l'année dernière, on a été jugé en référé, expulsable dès que possible. Voilà. Ça, comme tu disais, c'est les stratégies. À Nice, c'est à long terme qu'ils les planifient. Ils ont exigé en fait des augmentations de loyer à l'ensemble en fait d'appartements qui constituent cet îlot. Il doit avoir une 40aine d'appartements.
Donc ils ont augmenté les loyers, mais considérablement, pour pouvoir ensuite revendre cet ensemble à un grand bailleur, enfin ce que tu disais, les bailleurs sociaux privés en fait, qui ont le capital, peut-être 50 millions d'euros ou peut-être plus, on n'en sait rien, pour pouvoir acheter en bloc, mais un ensemble dont la valeur a été augmentée par l'augmentation des loyers progressivement avec le temps. Ils vont procéder comme l'appartement qui est juste à côté, en fait, sur le palier, a été quitté il y a 2 ans. Ils ont tout rasé, donc il faut imaginer qu'ils mettent tout à plat. Ils refont on va dire, construction moderne, aux normes, avec des cloisons fines, des cuisines à l'américaine, etc. Ils augmentent encore la valeur du locatif, mais ce logement est vide depuis 2 ans. Comme c'est des milliers de personnes qu'il faut dégager, ils procèdent méthodiquement, avec beaucoup de connaissances sur la procédure. Et effectivement, en fait, le jour de notre audience, c'était effrayant de constater que sur toute une matinée, il y avait 30 ou 40 expulsions locatives. Et quand on imagine que c'était qu'une matinée dans un des tribunaux de France, et que ça arrive tous les jours dans tous les tribunaux de France, c'est effrayant, en fait. Ça se fait de façon très silencieuse, quoi. C'est vraiment une guerre implacable, de basse intensité, mais implacable. Et là, dans le Vieux-Nice, il y a un nouveau phénomène qui arrive depuis quelques mois, c'est la luxification, quoi. Je ne sais pas comment la nommer, mais on a carrément, en fait, maintenant, des boutiques qui vendent du fromage, on dirait des boutiques à bijoux, quoi, en fait. Même s'ils essayent de nous dégager, on reviendra, c'est sûr. Comme Nice est un peu le showroom de tout ce qui est vidéosurveillance, reconnaissance faciale, technologie dite de pointe, qui souvent ne le sont pas du tout, et que le maire de Nice veut en faire le showroom avec des entreprises israéliennes, enfin vraiment le top, quoi. Un peu par la force des choses, comme personne d'autre ne réagissait trop sur ce genre de sujet, on a été obligé un peu de se spécialiser un peu sur ce sujet-là. Ça remonte au moins 4 ou 5 ans au moins. Et par exemple, il y a 3 ans, on a fait une étude assez approfondie de toute la logique qu'il y a derrière la vidéosurveillance. À l'époque, on ne parlait pas trop de reconnaissance faciale, c'était surtout la vidéosurveillance. On avait chiffré, dans la mesure où on a des éléments, on a vu des éléments sur le budget de la mairie de Nice, le coût de la vidéosurveillance, qui à l'époque, où il y avait encore que 1200 caméras, s'est levé à plus de 10 millions d'euros par an. C'était un vrai choix politique, mais qui était fait de façon... je pense que le citoyen de base, il ne le sait pas, en fait. Alors, on ne se bat plus tellement sur le front de la vidéosurveillance, parce que on trouve même des villages de 300 habitants qui se payent 12 caméras de vidéosurveillance. Très souvent, c'est les jeunes qui font du bruit avec les mobylettes dans des endroits bien précis, les décharges sauvages. Et les jeunes, notamment des banlieues, sont les premières victimes de la répression, notamment via la caméra de surveillance. Donc on dit qu'il y a une logique politique qui est imparable, enfin c'est un choix... Mais il n'y a pas que les jeunes. Il y a plus de 100 policiers municipaux de la ville de Nice qui ne s'occupent que de la vidéosurveillance. Et le résultat, comme vous devez le savoir, mais tout le monde s'en fout. Le résultat, c'est qu'il est presque égal à 0. Bon, on l'a vu le 14 juillet 2016, à quoi ça pouvait bien servir. Ce qui trompe, je pense, beaucoup de gens, c'est que quand on lit la presse locale, mais pas que ici à Nice, hein, dans toute la France, c'est un peu pareil, qu'une affaire a été élucidée grâce à, j'allais dire, la reconnaissance sociale. Pas encore, mais ça viendra, n'ayez pas peur, grâce à la vidéosurveillance. La presse va l'écrire, va le dire. Grâce aux caméras, etc., on va avoir un gros titre. Mais les dizaines de milliers de fois où la vidéosurveillance n'a servi à rien, vous n'allez jamais voir un gros titre. La vidéosurveillance n'a servi à rien. Il n'y a pas de données statistiques actuellement. Donc tous les gens qui vous donnent des données statistiques, ce sont des menteurs. Dans le site propre du ministère de l'Intérieur, il y avait une rubrique élucidation grâce à la vidéosurveillance, à la vidéoprotection, sur 3 années. D'ailleurs, il n'y en avait pas plus. Hein. On avait regardé ces 3 années. Et on s'était rendu compte, en analysant chaque cas qui était donné, c'est pas nous qui le donnions, c'était le ministère de l'Intérieur qui disait que... En réalité, dans tous les cas qu'il donnait,
La vidéosurveillance par elle-même, elle avait servi à moins de 20% des cas d'utilisation. Surtout qu'à Nice, on a quand même un cas emblématique de là où la vidéosurveillance peut mener ou pas, c'est l'affaire comme Geneviève Le Guet. C'est que dans une place qui est blindée de caméras de surveillance, c'est les vidéos qui ont été prises par des gens présents sur place avec leur portable qui ont permis de voir qu'il y avait une violence. Absolument. Alors là, c'est le problème de l'utilisation éventuelle de la vidéosurveillance. Parce qu'effectivement, ils avaient des caméras, ils savaient... Ils savaient que, en fait, ça avait été une charge de la police. Pas de la gendarmerie, puisque les gendarmes ont refusé de charger. Et donc, ils le savaient, mais ils l'ont caché. Donc, c'est une des utilisations extrêmement biaisées de la vidéosurveillance. Un des plus emblématiques, c'était celui de l'affaire Benalla, où quand vous savez qu'il y a des caméras qui avaient été prises à la place de la Contrescarpe à Paris, et comme par hasard, les enregistrements, ils se sont retrouvés dans un bureau annexe à l'Élysée. Et il y a 2 hiérarques de la police parisienne qui sont inculpés. Mais je dis que c'est très facile à faire. Vous avez sur une caméra, vous revisionnez, vous la refilmez, et puis c'est tout. Et vous l'avez sur votre smartphone. Qu'on ne vienne pas me raconter qu'il n'y a aucune image qui peut sortir, que notre vie privée est archi-protégée, etc. Vous savez qu'ici, le maire de Nice, il veut qu'on lui donne les fichiers des personnes S, suivi S. C'est pas pour avoir la liste des gens fichés S, c'est pour avoir les images des gens fichés S, et ensuite dire « Ouais, mais vous me donnez les fichiers S, mais qu'est-ce que j'en fais si je peux pas faire de reconnaissance faciale, ça me sert à rien. » La vidéosurveillance, il y a vraiment à Nice, dans tout le pays, notamment depuis l'ère Macron, quand même un gros recul en arrière en termes de liberté de circulation et de manifester surtout. On a créé un observatoire avec d'autres associations, avec le MRAP, avec le SAF, un pool d'observatoires des droits et libertés. Et donc on suit les manifs des Gilets jaunes. En général, les manifs se passent à peu près correctement. Le Guet, c'est une exception. Oui. Voilà. Au contraire de Toulouse et Montpellier, où ils ont appelé leurs observatoires des pratiques policières. Oui. Parce que là, ils sont confrontés effectivement à les armes systématiques, les lacrymos systématiques. C'est pas le cas chez nous, à Nice. Et l'interdiction à Paris aussi, il faut un peu partout, à Lyon, où une violence systématique, des interdictions, c'est quand même assez fou qu'on en soit là. Systématiquement, l'usage des armes, les fameux LBD, je suis pas une spécialiste, mais voilà. Et les lacrymos, c'est systématique. Les grenades aussi. Ah voilà, tout l'arsenal militaire, parce que c'est quand même, ça fait penser quand même à l'armée. Ça dépasse même le cadre de la police traditionnelle, je dirais. Et alors qu'on n'a pas ces phénomènes, en tout cas pas pour le moment, on n'a pas ces phénomènes à Nice. À Montpellier, par exemple, il y a une équipe de juristes de la Ligue. La de Montpellier est avocate, par exemple. Et à Toulouse aussi, il y a des gens. Et à Paris. Et donc ils ont essayé au niveau national de confédérer un peu tous ces observatoires pour s'échanger des infos, etc. Je fais partie des générations qui ont fait service militaire. Et moi, je sais ce que c'est qu'un fusil d'assaut, parce que j'en ai utilisé pendant mon service militaire. Je sais qu'il y a des fusils d'assaut qui peuvent tirer 300 balles en moins d'une minute. On voit dans les manifs des trucs, moi, ça m'horripile. Même des fliquettes avec un fusil d'assaut. Merde. Des armes de guerre. Pourquoi sortir avec une arme de guerre dans une manif? C'est quoi le signal, à votre avis, qu'on veut envoyer justement en sortant des flics avec des fusils d'assaut? C'est pour intimider, c'est-à-dire, voilà, vous ne devez pas manifester, je vais vous intimider. Ça dissuade des gens d'y participer. Alors ceux qui participent aux manifs sont les plus convaincus. Encore une fois, les plus mobilisés. Ce qui est embêtant, c'est que des personnes qui pourraient participer à des manifs ne viennent pas parce qu'elles ont peur pour leur sécurité. Et pas forcément par rapport aux manifestants eux-mêmes, mais par rapport au cadre, au contexte. Et effectivement, quand on voit la police armée jusqu'aux dents, ça fait peur. C'est paradoxal, ils sont censés nous protéger, mais en réalité, ça fiche la trouille. Il y a quand même eu des cas de des personnes éborgnées, des mains arrachées, par des grenades, des personnes qui ont été fracassées au sol à coups de tonfa ou quoi. Et puis Geneviève Le Guet, 73 ans, massacrée, alors qu'il se passait pas grand-chose. Il y avait plus de flics que de manifestants ce jour-là. Moi, j'y étais pas, mais bon, j'y étais, je confirme, j'ai été arrêté. Voilà, donc on sait tous ce qui s'est passé. Donc ça veut dire quand même qu'il y a quand même toute une tradition aussi de lutte et d'engagement qu'on peut transmettre en famille, qui est interdite maintenant et les enfants ont peur. L'absence de contre-pouvoir, ça c'est problématique. Il y a aussi une violence dans la façon de gérer l'espace public, parce que même si c'est pas avec une grosse répression qui tâche, c'est quand même une répression insidieuse sur les artistes de rue, sur juste les déambulations. Toutes ces grilles, avec des grilles dans les jardins, c'est hallucinant quoi. On va rentrer dans la 6e année de l'état d'urgence quand même, et ça, j'imagine que ça a des impacts, je pense sur de liberté de circuler, ou de pouvoir sur ces grilles et sur tout le contrôle qui peut être fait dans l'espace public. On est passé effectivement des mesures antiterroristes aux mesures Covid,
Et sachant qu'on est quand même dans une ville, même si on n'a pas effectivement souffert trop des violences policières, où un projet s'installe avec la volonté très claire du maire de la ville d'implanter une safe city, comme il a été dit, avec un centre de supervision centrale de toutes les caméras, quand ça va être le fichier S ou d'autres, et qu'il va y avoir interconnexion et qu'il y aura accès libre. Est-ce que c'est très normal qu'une police qui est quand même aux ordres du maire puisse avoir accès notamment à ces informations-là. Cette fameuse convention qui est passée entre la ville et la société Thales, avec tous ses sous-traitants très spécialisés dans des domaines de nouvelles technologies très pointus, et ça a un côté quand même très effrayant. Sur l'état d'urgence, il faut quand même voir qu'il y a beaucoup de dispositifs qui étaient avant dans l'état d'urgence, mais qui maintenant sont dans la loi normale. Le côté vicieux de ce dispositif, c'est qu'il le tisse avec de la surveillance, de suivi des plaques minéralogiques des voitures, de traçage des personnes qui se déplacent dans la ville. Ça, c'est valable pour les journalistes, pour les gens de l'opposition à la mairie. C'est pareil. Alors, et c'est le discours qui est tenu, mais non, rien ne sort de la mairie, enfin rien ne sort du CSU, tout est bouclé, il n'y a que les personnes autorisées qui y ont droit. Ça, c'est du pipeau. On ne pourra pas lutter contre la technologie. Quand une technologie surgit, en général, elle est utilisée. Mais aujourd'hui, le vrai combat, c'est celui du contrôle de ces technologies, de l'usage des fichiers et de la reconnaissance faciale. Qui le fait, pourquoi, dans quel but, qui contrôle ceux qui contrôlent et qui surveille ceux qui surveillent. À mon avis, si on ne fait pas une désescalade, de toute façon, le chemin, on le connaît, ça va être la Chine. Ça va nous mener au système chinois. C'est la pente normale, on va aller au système chinois. C'est pas seulement le danger d'une dictature militaire. Quand on parle du modèle chinois, c'est plus le système de crédit social, c'est-à-dire que tout le monde est noté en fonction d'un comportement. C'est plus insidieux, c'est plus dans la société civile et sur l'espace public. On est là, quoi. Donc ça suffit. Enfin, il me semble que c'est déjà un acte fort, positif. Si on n'y croyait pas, on ne serait pas là. Donc on y croit. Bon, après, il y a des moments où on rame, mais... Elle est arrivée avant. On est là, on y croit, on se bat. Jolie caméra.